pompe, en fait, c'est un dispositif. Donc ça, c'est une pompe qui va amener un fluide d'un point A à un point B. Là, c'est de l'aspiration. Et ici, c'est du refoulement. Nous avons des pompes de type volumétrique, comme celle-ci. Elle fonctionne comment en fait? Ceci est un volume d'eau. Ici, nous avons le B, c'est la tuyauterie d'aspiration. Ici, nous avons la tuyauterie de refoulement. Ici, il y a un piston qui monte et qui descend. Là, nous avons un premier clapet et ici, un deuxième clapet. Lorsque le piston ici va redescendre, cette partie qui est pleine d'eau va s'échapper par le clapet A qui va s'ouvrir lorsque il y a une pression qui est exercée comme ça, et le clapet A', lui, va rester fermé. Lorsque le piston remonte, le clapet ici va se fermer, le clapet ici va s'ouvrir, il va laisser l'eau remonter par aspiration, et ici, le volume d'eau qu'il y a ici va être refoulé par la conduite de refoulement, puisque ce clapet va rester fermé. À chaque fois que le piston va se déplacer dans un sens et dans l'autre, il va prendre un volume d'eau, et ce volume d'eau va être déplacé d'ici à ici. C'est-à-dire que le V1 va devenir V2 ici, et V1 égale V2. C'est le système de la pompe volumétrique parce qu'elle déplace un volume. Encore un autre système de pompe volumétrique, mais celle-ci est immergée. C'est-à-dire qu'elle est sous l'eau. Là, nous avons un système de pompe aspirante et refoulante. Le piston, quand il va descendre, il va faire fermer le clapet A et ouvrir le clapet D. Donc ce volume-là s'échappe dans la conduite de refoulement. Et lorsqu'il va remonter, celui-ci va s'ouvrir, il va aspirer l'eau qui va aller dans le réservoir ici, et celui-ci va se fermer pour empêcher que l'eau ne revienne par ce conduit-là. Là, nous avons l'aspiration, et ici nous avons le refoulement. Pompe à piston qui reprend le même principe. Ici, le B, ça va faire fermer le clapet et ouvrir celui-ci. Le volume qu'il y a va aller dans la partie refoulement. Et lorsque celui-ci va remonter, du coup, ça va faire ouvrir ce clapet. Le liquide va venir dans cette partie. Et ici, le clapet va se refermer. Pareil, même système pour là. Le clapet, lorsqu'il va monter, comme il est ici, ça va ouvrir ce clapet là, le liquide va entrer dans ce volume, celui-ci va se refermer puisqu'il y a une aspiration qui est provoquée, et lorsqu'il va aller dans ce sens là, celui-ci va se refermer, va venir ici, et celui-ci va s'ouvrir, c'est-à-dire que le volume qu'il y a ici va partir direction refoulement. Ici on a le refoulement, et ici l'aspiration.
la pompe à engrenage. Ici nous avons l'amont, ici nous avons l'aval. L'eau arrive comme ça, elle est aspirée par les dents de l'engrenage qui tourne à l'envers. Elle va rentrer dans les petites encoches ici là, pour être refoulée de ce côté là. De l'autre côté c'est pareil. Donc chaque espace contient un volume d'eau. Ça c'est la pompe à engrenage. Le terme de pompe est utilisé lorsqu'on va déplacer un fluide d'un point A vers un point B. Le terme de circulateur va être utilisé lorsqu'on va mettons que ici ce soit un radiateur, avoir un circuit fermé, c'est-à-dire qu'il va faire une boucle. Là nous sommes sur un circuit fermé et ici nous sommes sur un circuit ouvert. Les pompes centrifuges, en fait c'est grâce à la vitesse de la turbine qui va créer une dépression à l'intérieur de la volute qui va aspirer l'eau qui va rentrer dans la pompe. Cette eau va se plaquer contre le bord et grâce à cette force va être refoulée à l'extérieur, donc par ici. Ici, nous avons une pompe de surface qui est là, parce qu'elle est en surface. Et si l'on souhaite amener l'eau dans ce réservoir, qui est, admettons, à 10 mètres de haut, il va nous falloir un bar de pression de refoulement. Maintenant, de ce côté, nous avons la partie aspiration. Il va falloir que, si ici par exemple nous avons 5 mètres, il va falloir que la pompe soit capable de créer une dépression, de créer une aspiration qui soit supérieure à moins 0,5 pour pouvoir aspirer le liquide et ensuite le refouler. Cette pompe donc elle a ses limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aspirer à plus de 8 mètres. Si ici nous avons le puits avec de l'eau et notre pompe qui va aspirer l'eau. Donc ici nous avons la pression atmosphérique qui est exercée sur l'eau et la pompe crée une aspiration. En fait c'est grâce à la pression atmosphérique que ça va faire remonter l'eau dans le tube. Comme ici nous avons une pression d'un bar, la pompe elle ne va pas pouvoir aller faire une aspiration, créer une dépression au-delà de 1 bar. Alors déjà on dit moins 0,8 bar, ça va être le maximum de dépression. Les pompes de surface où on doit aspirer à plus de 8 mètres, ça ne fonctionne pas. Si on prend un récipient quelconque, voilà, on met une pompe de surface avec un tube d'aspiration et nous avons la pression atmosphérique qui est d'1 bar. La pression atmosphérique en fait qui va pousser le fluide vers le haut, car la pompe quand elle se met en route, elle va créer une dépression. Donc en fait elle va vider le tube de la pression qu'il y a actuellement. Comme on vide le tube de cette pression, la pression atmosphérique d'1 bar va vite aller dans ce tube là et donc elle va remonter.
elle va remonter 1 bar, ça égale 10 mètres de colonne d'eau. Ce bar-là ne pourra pas remonter plus de 10 mètres de colonne d'eau. C'est le système des vases communicants. Voilà. En pratique, on ne pourra pas pomper au-delà de 7 à 8 mètres. Je reviens là-dessus. Donc on a bien compris qu'ici nous avions une pression atmosphérique, que c'était grâce à elle que l'eau pouvait remonter à l'intérieur du tube d'aspiration. Mais si on était au-delà de 8 mètres, ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs ici nous avons des vacuomètres. Ça sert à quoi? Ça sert à mesurer une dépression, une aspiration. D'ailleurs vous voyez, ça commence à 0, moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3, moins 0,4, etc. Donc l'aiguille va dans ce sens. Et ça s'arrête à moins 1 bar. Tous les vacuomètres s'arrêteront à moins 1 bar. Les différents types d'installation de pompe. Nous avons pompe de surface, qui est là. Donc elle reste facilement accessible parce qu'elle est à portée, elle est à la surface. La tuyauterie d'aspiration qui est ici, là, peut être rigide ou mobile. Hein. Un tuyau souple, ça va bien aussi. Sur ce tuyau d'aspiration, nous allons mettre ce qu'on appelle une crépine. Une crépine, c'est ceci. Donc là, nous avons un filtre. Et ici, nous avons un clapet. Un tire-retour. C'est-à-dire que quand la pompe va se mettre en route et qu'elle va aspirer l'eau, le clapet, lui, il va remonter, et il va laisser passer l'eau. Et lorsque la pompe s'arrête, le clapet, il va redescendre, il va se refermer, et l'eau va être bloquée. Ça veut dire que toute notre tuyauterie restera pleine d'eau. Et nous avons un maximum de 8 mètres de pompage entre ici et l'axe de la pompe. Ici, c'est une pompe immergée. Comme son nom l'indique, elle est dans l'eau. Donc là, nous n'avons pas de problème d'aspiration. C'est juste du refoulement. Ici, nous avons une pompe en charge. La pompe est ici. Et le réservoir d'eau est ici. Il est plus haut que la pompe. Par gravité, il va aller alimenter la pompe. Il n'y aura pas d'aspiration. Toutes les pompes possèdent un graphique qui vont déterminer ses performances hydrauliques en fonction de la hauteur manométrique et du débit. La hauteur manométrique est ici et le débit qui est ici. Et des droites qui sont là et là. Et le point de fonctionnement de l'installation devra se situer sur la courbe de la pompe. La courbe de la pompe, en fait, vous l'avez ici en rouge là. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, ici. Ça, c'est la courbe de la pompe. Ça, c'est la droite verticale qui représente la hauteur manométrique. Et ça, c'est la droite horizontale qui va représenter le débit. La courbe de la pompe, elle part d'un point ici en hauteur manométrique pour aller finir sur un point de débit ici. Donc en fait, ça, c'est le débit maximum et la hauteur manométrique maximum. Les points possibles de fonctionnement sur la courbe sont ici. Il ne va pas falloir être au-dessus, sinon ça fonctionnera. Ça ne fonctionnera pas. Et si vous êtes un petit peu en dessous, ben ça va fonctionner. Voilà. Donc l'idéal, c'est de se retrouver sur la courbe ici. On a quand même une relation qui est importante entre la hauteur manométrique et le débit. 0. Hein. Voilà. Ici par exemple vous avez 1, ici 2, et ici 3, on va dire. Donc 0, 1, et 3. Voilà. Si vous voulez beaucoup de la hauteur manométrique,
C'est-à-dire ici par exemple, si on a 5 admettons, et bien pour 5 mètres de hauteur manométrique, vous ne pourrez avoir qu'un de débit. Par contre, si vous voulez 2,5 de débit, comme là, eh ben, en hauteur manométrique, vous allez être limité. Vous allez par exemple avoir que 1. Il va falloir faire un choix entre la hauteur manométrique et le débit. Plus vous voulez de hauteur manométrique, moins vous aurez de débit. Et plus vous aurez de débit, et moins vous allez avoir de hauteur manométrique. Débit important, hauteur manométrique plus faible. Et si vous voulez avoir un débit plus faible, vous allez pouvoir avoir une hauteur manométrique qui sera plus importante. Donc voici un graphique de pompe. Donc en clair, si vous augmentez la hauteur manométrique totale, eh bien, celle-ci va augmenter, évidemment. Et le débit, lui, va diminuer. Maintenant, si vous augmentez le débit, comme ceci, la hauteur manométrique va diminuer. Voilà, c'est une relation entre le débit et la hauteur manométrique totale. Ici, on a la possibilité de monter plusieurs pompes. Là, vous avez une pompe et une pompe, et on peut les monter en série, c'est-à-dire que le fluide va s'écouler comme ça. Le fait de les monter en série, ça va permettre quoi? Ça va permettre de augmenter la hauteur manométrique. Ça, c'est la courbe de la première pompe, et ça, c'est la courbe avec deux pompes. Avec la hauteur manométrique va augmenter. Par contre, le débit, lui, il va rester stable, il va être égal. Si on montre les pompes en parallèle, top, comme ça, il va se passer quoi avec le graphique? Et bien en fait, la hauteur manométrique va rester stable, va être égale. Par contre, ici on a la courbe de la première pompe, et ici la courbe avec les deux pompes, c'est le débit qui va augmenter. Le débit va augmenter. En fait, il va doubler. Donc si on veut augmenter la hauteur manométrique, on va utiliser des pompes en série. Si on veut augmenter le débit, on veut utiliser des pompes en parallèle. Les circulateurs ont des consommations électriques évidemment, et ils sont classés un petit peu comme les appareils électroménagers. Vous avez différentes classes, A, B, C, D, E, etc. Si vous prenez un circulateur de classe D, eh bien vous allez avoir une consommation plus importante qu'une classe A. Il sera beaucoup plus énergivore qu'une classe A. Des références de circulateurs, en fait, ça nous permet souvent de connaître les caractéristiques principales de ces circulateurs. Par exemple, ici, si nous avons un type de UPS 25, 50, 180, le 25 correspond au diamètre des orifices, le 50 correspond à la hauteur maximum de refoulement en décimètres, et 180 correspond à l'anthrax. Si je vous fais vite fait un circulateur, le 25, ça correspond au diamètre qui est ici. Le 50 correspond à la hauteur de refoulement maximum. Donc 50 décimètres, ça fait 5 mètres. C'est la hauteur manométrique totale de refoulement. Et les 180, c'est la distance que vous avez entre ici et ici. 180 mm. Broyeur sanitaire. Pourquoi on peut parler de broyeur sanitaire? Puisque dans le broyeur sanitaire, nous avons une pompe. Si une maison, par exemple,
avec un sous-sol, donc le terrain naturel est là, les évacuations vont se faire ici, et si vous installez une petite salle de bain dans le sous-sol, eh bien pour évacuer, ça va être compliqué, par gravité ça va pas y aller. Il va falloir installer ce genre de système. Et grâce à ce système-là, vous allez pouvoir évacuer vos eaux usées sur un tube d'évacuation qui est beaucoup plus haut. Alors, ces broyeurs sanitaires ont encore des caractéristiques. Ici, vous avez les hauteurs manométriques et les longueurs linéaires. C'est-à-dire que si vous montez d'un mètre en hauteur manométrique, vous allez pouvoir refouler sur 50 mètres. Si vous êtes à 2 mètres, vous allez pouvoir refouler sur 30 mètres, etc., etc. Plus vous avez de hauteur manométrique, moins vous pourrez refouler en distance. Des circulateurs d'eau chaude sanitaire. On s'en sert bouclage. Si votre longueur de tuyauterie est supérieure à 8 mètres, normalement on doit installer un bouclage. Dans toute installation collective, on va installer un bouclage. Ça va permettre de réduire les temps d'attente au point de puisage. Ça va permettre aussi de maintenir en température les colonnes d'eau et de limiter les risques de légionellose. Donc on va installer des circulateurs de ce type, ici ou ici. Donc celui-ci a des régulations horaires, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déterminer la tranche horaire pendant laquelle il va fonctionner. Et si vous installez celui-ci, vous ne pourrez pas déterminer une tranche horaire, il va fonctionner 24 heures sur 24. Ça, c'est les appareils que vous connaissez tous, ce sont des manomètres. Donc ici, vous avez un manomètre qui va indiquer les pressions en barre. 1, 2, 3, 4. Des fois, c'est indiqué en mètre de colonne d'eau. Là, pour le coup, c'est en barre. Et vous avez ce qu'on appelle, donc ça, c'est un manomètre, vacuomètre, qui mesure une pression négative. En fait, une dépression, une aspiration. On va le mettre du côté aspiration de la pompe. Et pour les manomètres, on va le mettre du côté refoulement de la pompe. Les critères à prendre en compte pour le choix d'une pompe, c'est la nature du liquide, évidemment, la hauteur manométrique d'aspiration, les débits qui sont nécessaires, la hauteur manométrique de refoulement et la nature du courant. Il y a des exercices qui vont arriver pour permettre de calculer tous ces paramètres-là et pour permettre de choisir la pompe qui convient le mieux à notre installation.